Hello, je suis Tracy et normalement, un jeudi sur deux, je vous retrouve autour d'un concept que j'ai créé et que j'ai appelé les anacomes. Une anacome, c'est tout simplement une analyse de la communication. Alors je sais, on n'est pas jeudi, désolé, mais on va faire comme si on était jeudi et dans cette vidéo, on va remonter 13 ans en arrière pour parler d'un événement qui, je pense, était l'un des plus grands scandales médiatiques de cette époque. Le 14 mai 2011, un homme est arrêté à l'aéroport de JFK à New York pour avoir sexuellement agressé Nafissatou Diallo, une femme de chambre travaillant au Sofitel. Les flashs des caméras crépitent, il y a beaucoup de photographes et pour cause, il ne s'agit pas de n'importe qui. Cet homme qui vient d'être arrêté, c'est Dominique Strauss-Kahn, dit DSK, patron du FMI. Très vite, plusieurs storytelling émergent et on assiste à l'un des plus grands défauts du storytelling, à savoir la perpétuation de clichés et de stéréotypes culturels. Selon certains, Nafissatou Diallo aurait piégé DSK pour de l'argent. DSK représenterait donc cet homme riche, blanc et puissant qui se serait fait piéger par une femme qui aurait quitté sa Guinée natale pour venir vivre le rêve américain, sauf que tout ne se serait pas passé comme prévu pour cette femme qui finit par travailler comme femme de ménage dans un hôtel. Le meilleur moyen pour s'enrichir aurait donc été, selon plusieurs récits, de piéger un homme riche, à savoir DSK. DSK pour qui le piège n'aurait pas été si compliqué à mettre en place, parce que tout le monde connaissait son talon d'Achille, entre guillemets, à savoir les femmes. Ça, c'est réellement un des storytelling, un des récits qui a été mis en avant plusieurs fois. Et d'ailleurs, ce storytelling-là me fait penser à un film, mais ça on en reparlera dans une prochaine anacome. Mais on voit ici qu'il y a vraiment le stéréotype, le cliché de l'homme politicien blanc, riche et puissant, et celui de la femme de ménage qui est forcément étrangère, qui est forcément pauvre et qui est forcément prête à tout pour de l'argent. Un autre storytelling très rapidement mis en avant, c'est celui de la fameuse théorie du complot. Alors à ce moment-là, ce n'était pas encore officiel, mais il y avait des bruits, des rumeurs qui circulaient que DSK voulait se présenter comme candidat aux élections présidentielles de 2012, et d'ailleurs plusieurs sondages le donnaient déjà gagnant. Donc cette fameuse théorie du complot voudrait qu'un autre concurrent, un concurrent politique de DSK, l'aurait piégé afin qu'il ne puisse pas se présenter aux élections. La fameuse théorie du complot est en réalité, et cela dans plusieurs récits, un concept plutôt abstrait et quasiment impossible à vérifier et à prouver. Si chacun a son opinion concernant l'affaire du Sofitel, DSK bénéficie du soutien sans faille de deux femmes, sa fille Camille et son épouse de l'époque, Anne Sinclair. Aucune des deux femmes ne fera d'interview pendant cette période, pourtant leur présence et leur soutien à DSK parleront plus que leurs mots. Et ça, c'est une stratégie de communication. Alors attention, je ne dis pas que leur soutien était prémédité, toutefois, les voir constamment aux côtés de DSK est parlant, et cela pour deux raisons. La première raison, c'est que le soutien dont DSK bénéficie vient de deux femmes, et dans un scandale comme celui-ci, ça renvoie un message très fort. La deuxième raison, c'est que l'entourage familial est considéré comme étant celui qui nous connaît le mieux. Avoir le soutien de sa fille et de sa femme, ça renvoie un petit peu un message subliminal qui signifie « elles me connaissent mieux que personne et c'est évident que si j'étais coupable, elles ne m'auraient pas soutenu ». Et c'est d'ailleurs cet argument-là que DSK va utiliser lors de son interview chez TF1 en parlant d'Anne Sinclair, son épouse. J'ai beaucoup réfléchi. Et cette légèreté, je l'ai perdue. Pour toujours. Le 18 septembre 2011, soit 4 mois après l'affaire du Sofitel, 12,5 millions de téléspectateurs assistent à l'intervention tant attendue de DSK. C'est la première fois que l'ancien patron du FMI donne sa version des faits, et il choisit de le faire lors du JT de TF1, présenté ce soir-là par Claire Chazal. Le choix de la journaliste qui a interviewé DSK lors de cette interview n'est pas anodin, et il a été d'ailleurs beaucoup critiqué puisque Anne Sinclair et Claire Chazal étaient, en tout cas à cette époque,
de très grandes amies. Et il y a eu beaucoup de critiques à ce sujet-là, notamment dans le documentaire Chambre 2806, qui a été diffusé sur Netflix en 2021, parce que certaines personnes ont tout simplement dit tout haut ce qu'on était nombreux à penser tout bas, à savoir que probablement que l'interview avait été préparée, puisque Anne Sinclair et Claire Chazal étaient de grandes amies, et donc l'interview avait certainement été préparée et que DSK avait probablement, certainement pour certains, reçu les questions à l'avance. Suite à ce documentaire et à ces accusations, Claire Chazal a pris la parole, toujours en 2021, en se défendant d'avoir préparé l'interview avec le clan DSK. Elle dit que les questions ont été préparées avec le rédacteur en chef de l'époque et que DSK n'a découvert les questions qu'au moment de l'interview, qu'il ne les avait pas vues à l'avance. Bref, pour revenir à l'intervention de DSK lors du JT de TF1, on peut constater que l'interview est divisée en deux grandes parties. Les 17 premières minutes environ sont consacrées à l'affaire du Sofitel et à ses conséquences, et la deuxième partie de l'interview, quant à elle, porte sur l'avis de DSK sur certains sujets politiques. J'avais déjà fait une analyse sur ce sujet, d'ailleurs, lors de la première saison des Anacom, qui est disponible sur Instagram et sur TikTok. Donc, je vais reprendre les mêmes éléments parce que l'analyse m'avait pris 6 jours au total, en analysant l'interview, en coupant, en mettant en pause, etc. Donc, je vais reprendre les mêmes éléments. Dans la première partie de l'interview, DSK s'adresse essentiellement en jeu sur ce qu'il dit être une faute morale. On constate également qu'il met en opposition ce qui a été dit, selon lui, de fausses rumeurs, à sa vérité, mais surtout à ce qu'il présente être comme étant la vérité absolue, à savoir ce que dit le procureur. Non, ça n'était pas un rapport tarifé. Est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse. Je crois que c'est une faute morale. Une faute vis-à-vis de ma femme, de mes enfants, de mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français, qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. Ce qui s'est passé ne comprend ni violence, ni contrainte, ni agression, ni aucun acte délictueux. C'est le procureur qui le dit, ce n'est pas moi. On a dit beaucoup de choses fausses là-dessus. On a dit que j'avais voulu fuir, alors qu'il est très facile de vérifier, il aurait été facile de vérifier immédiatement, que mon billet pour l'Europe avait été pris depuis des jours, et que donc l'horaire n'avait en rien changé. On a dit que je voulais fuir alors que j'allais simplement déjeuner avec ma fille. On a dit que j'avais quitté précipitamment l'hôtel, comme vous venez de le rappeler, alors que les caméras même de l'hôtel montrent que ce n'est absolument pas le cas. Mais voyez-vous, ce à quoi il faut se référer, c'est le rapport du procureur. Ce procureur qui m'a accusé, qui m'a fait passer les menottes sur les seules déclarations qu'il avait reçues. On a écrit qu'il y avait des traces matérielles d'agression, vous le rappeliez. Le rapport du procureur dit qu'il n'y en a aucune. Dans la première partie de l'interview, donc dans les 17 premières minutes, DSK fera 16 fois référence au procureur et à son rapport qu'il brandira d'ailleurs 7 fois tout au long de cette première partie d'interview. Alors, pourquoi faire autant référence au procureur? Tout simplement parce que le procureur fait figure de justice, donc de vérité. C'est-à-dire que quand il le mentionne, il veut que l'on puisse penser que ce qu'il dit est forcément vrai, puisque le procureur l'a dit. Si le procureur l'a dit, c'est que c'est vrai. Il faut lire ce que dit le rapport du procureur. Et il faut le lire attentivement. Le rapport du procureur ne m'accuse en rien en matière de traces. DSK présente le rapport du procureur comme étant le seul élément vrai auquel se référer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il le brandit, qu'il le montre autant de fois. Sauf que, si vous faites bien attention, à aucun moment, il ne lit ce qui est écrit dans ce document. Il ne fait que le montrer comme ça à la caméra. Parfois, il citera même des numéros de page. Il dira à telle page, il est écrit ça. Mais en fait, il ne lit pas. À aucun moment, il ne lit quoi que ce soit dans ce document. Mais le but de faire ça, c'est tout simplement de vous dire ce que je dis est forcément vrai, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le procureur. Et d'ailleurs, j'ai
son rapport ici. Mais si vous faites bien attention, il ne lit pas. Il va vous citer des numéros de page pour que forcément vous croyez, nous croyons que ce qu'il dit est vrai, mais on n'en sait rien parce qu'il ne lit jamais textuellement ce qui est écrit dans ce fameux document ou ce fameux rapport. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est véritablement le rapport du procureur en fait. Et ce qu'il fait là, c'est pas une stratégie nouvelle, c'est pas quelque chose de nouveau qui a été inventé. Ça existe depuis des années et des années. D'ailleurs, vous en êtes même témoin sans même le savoir. Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois, lorsqu'il y a un scandale quelque part, on voit les journalistes, les reporters qui se trouvent devant un bâtiment où s'est passé un événement particulier. Et parfois, même s'il est très tard dans la nuit, que le bâtiment est fermé, le journaliste se trouve devant, en train de parler, alors que le bâtiment est fermé. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est tout simplement pour crédibiliser ce qu'il dit, pour donner de la valeur, pour donner de la véracité à ses propos, pour que inconsciemment on puisse se dire mais forcément ce qu'il dit c'est vrai puisqu'il se trouve devant le bâtiment, alors qu'en vérité le bâtiment est fermé et souvent il n'y a même plus personne dedans en fait. Oui, Vincent, le quartier est toujours bloqué, comme vous pouvez le voir. L'incendie s'est déroulé à quelques dizaines de mètres derrière nous, sur ma droite, donc sur la gauche de votre écran. Il s'est déclaré vers 4h30. Alors en plus du procureur et de son rapport officiel, qui DSK cite-t-il pour prouver que ce qu'il dit est vrai? Son épouse de l'époque, Anne Sinclair. Et c'est là qu'on revient à ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, c'est qu'au final, ce soutien public a été utilisé à des fins de communication, à des fins de stratégie de communication. Pourquoi? Parce que si vous avez un petit peu suivi l'affaire du Sofitel, ou si vous l'avez très bien suivi même, eh bien, vous avez forcément vu Anne Sinclair soutenir publiquement DSK en se tenant à ses côtés, en lui tenant le bras, etc., etc. Donc forcément, quand il dit « mais si j'étais coupable, elle ne m'aurait pas soutenu », ça semble logique puisqu'on a vu Anne Sinclair soutenir son époux. Donc vous voyez que là, il y a toute cette stratégie de communication, c'est que même sans parler, ce soutien-là a été intégré et que là, il l'utilise pour qu'on puisse croire que ce qu'il dit est vrai, puisque forcément, on a tous vu qu'Anne Sinclair l'a soutenu. Et pour lui, c'est logique et c'est évident. Si j'étais coupable, c'est évident qu'elle ne m'aurait pas soutenu. Et donc là, on voit qu'il y a deux niveaux de soutien, il y a deux niveaux de prouver que ce que je dis est vrai. C'est qu'il y a le rapport du procureur et le procureur qui ont dit ceci. Et puis, il y a la personne qui potentiellement me connaît le mieux. Alors, c'est évident que si le procureur dit ça et que mon épouse m'a soutenu, d'ailleurs, vous l'avez vu qu'elle m'a soutenu, c'est évident que je suis innocent. C'est une femme exceptionnelle. Je n'aurais pas résisté à tout cela. Sans elle, j'ai eu une chance folle de l'avoir à mes côtés. Je lui ai fait du mal, je le sais, je m'en veux. Mais vous savez, elle n'aurait pas été comme cela à mes côtés, elle ne m'aurait pas soutenu de cette façon-là, si dès la première seconde, elle n'avait pas su que j'étais innocent. Ce qui est également à noter dans cette interview, je rigole parce que moi ça me fait un peu rire, mais qui est quand même à spécifier, ce sont les longs silences, les longs silences de DSK et les regards vers le bas qu'il fait pour exprimer sa peine, sa tristesse et parfois même sa honte, et j'en ai compté 6. Et en fait, c'est mis à des moments stratégiques, c'est pour vraiment exprimer sa peine, sa honte. Et ça me fait rire parce que moi, ça me fait un petit peu penser à, vous savez, les séries style Petit secret entre voisins, etc. C'est-à-dire qu'on voit quand même que ça a été préparé. On voit que c'est pas spontané, que c'est pas naturel. On voit quand même que il y a cette volonté de jouer un petit peu l'homme abattu, l'homme triste, l'homme qui a souffert, l'homme qui a... Vous voyez, mais ça se voit presque un peu trop, je trouve. Et je l'ai payé lourdement, je le paye toujours. Vous n'avez jamais perdu cherché dans cette histoire. Et vous... Et cette légèreté, je l'ai perdue. Pour toujours. Je suis désolé si je t'ai fait du mal. Merci Jacques, mais je comprends. Il y a cette autre femme dans ta vie et je sais m'effacer quand il le faut, même si c'est douloureux. Oh, mais tu comprends rien. Enfin Jacques, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Tu m'as détesté, Nicole. Je suis kleptomane. Depuis toujours.
Alors dans la deuxième partie de l'interview, on constate un DSK totalement différent. On voit plus cet homme abattu qui a souffert, qu'on a calomnié, etc. Là, on voit un homme qui a une posture totalement différente, qui a un débit différent, qui a la voix qui est différente, qui a des gestes même qui sont très différents. Et pour cause, on ne parle plus de l'affaire du Sofitel. Ici, on parle bien de sujets politiques qui le passionnent, qu'il aime beaucoup. Et même dans sa façon de parler, il ne parle plus en « je », il parle en « on », parce qu'il fait référence à la collectivité, il fait référence à la France, il fait référence aux Français. Et donc, on voit là l'homme politique. Là, on voit véritablement l'homme politique, l'homme qui voulait défendre la France, l'homme qui voulait se présenter en tant que candidat aux élections présidentielles. Là, on voit un homme totalement différent de la première partie de l'interview. Il s'est passé que la crise de 2008, qui est partie d'une sorte d'étincelle, vous vous souvenez, dans les subprimes, mais qui finalement était périphérique, la crise profonde de 2008, a montré que des économies qu'on croyait dominantes, les États-Unis, Japon, mais aussi l'Europe, étaient plus aussi dominantes que ça. Alors, à travers la gestion de communication de ce scandale, on peut apprendre beaucoup de choses. Déjà, on voit qu'effectivement, le storytelling, ça perpétue les clichés, puisqu'on a cette image de la femme de ménage qui est forcément étrangère, qui veut forcément piéger cet homme riche, politicien, etc., selon certains storytelling, hein, évidemment. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'une stratégie de communication, parfois, il n'y a même pas besoin de parler, puisque les images veulent déjà dire énormément de choses. On l'a vu avec le soutien public qu'ont démontré Camille, la fille de DSK, et Anne Sinclair, qui était à l'époque son épouse. Et la troisième chose qu'on peut constater, c'est qu'une interview, ça se prépare. Alors oui, comme je l'ai dit, je trouve que les regards vers le bas, etc., c'était, je trouve personnellement un peu surjoué, mais ça n'empêche qu'on voit que surtout dans des scandales comme ça, les interviews, ça doit se préparer. Là, ça se voit que c'était préparé, qu'il ait reçu les questions ou pas à l'avance, ça c'est un autre débat, même si moi j'ai ma petite idée sur la question, mais voilà, une interview, surtout dans un scandale comme ça, en tant que personnalité publique, ça se prépare. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sachez que moi, cet événement-là, alors je parle vraiment de l'événement médiatique, hein, je ne parle pas de ce qui s'est passé dans cette fameuse chambre 2806, je parle vraiment de la gestion de la communication de cet événement-là. Ça a été vraiment le moment, ça a été la chose qui m'a fait prendre le déclic concernant mon amour pour l'analyse médiatique et pour la communication, et je trouve toujours très passionnant d'analyser ça. J'espère que ça vous aura plu, cette petite analyse. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la manière dont DSK et son équipe ont géré la communication de ce scandale, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine Anacom. Ciao ciao.